Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Et pour commencer, est-ce que vous dites, comme Adrien Quatennens qui vous s'est exprimé juste avant vous sur l'antenne de Radio J, qu'il y a eu un retard à l'allumage dans la gestion de cette crise par le gouvernement et par Emmanuel Macron? Écoutez, il faut arrêter ce genre de débat. Moi, je ne sais rien. Si je compare un peu les décisions des pays européens, ces décisions ont eu lieu à peu près en même temps. Donc, il y a plusieurs phénomènes. D'abord, des phénomènes que beaucoup de spécialistes, d'ailleurs, ont mal estimé cette épidémie qui est devenue une pandémie. Encore fin février, on disait que c'est une grippe, il ne faut pas exagérer, etc. Et des grands spécialistes un peu partout ont dit cela. Deuxièmement, tout le monde sait que les Chinois, qui avaient les premiers positifs en novembre, maintenant on le sait, pendant 6 semaines n'ont rien dit. Donc c'est là qu'il y a eu un retard. Et je crois que ce n'est vraiment pas le genre de débat politique dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc on verra plus tard. On verra plus tard. Alors justement, et puis Adrien Quatennens dit aussi que c'était un échec de l'Union européenne. Vous qui avez été député européen, qui est un grand Européen, qui vivait à Francfort, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là encore une fois, on peut dire qu'effectivement l'Union européenne, comme tous les gouvernements, met un temps à se ressaisir, et ça on peut le déplorer, je suis le premier à le déplorer, mais bon, à partir du moment où l'Union européenne met 100 milliards pour le chômage partiel tout de suite sur la table, il y a une réponse qui est en train de s'organiser. Donc là encore, mon débat, c'est pas de déplorer ceci, c'est d'agir pour que l'Union européenne renforce sa réponse. Tout le monde sait qu'il va y avoir mardi prochain une réunion de l'Eurogroupe qui est très importante, car elle va donner une réponse. Est-ce que elle va donner une réponse pour aider tout de suite les pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, donc par ou des coronabons ou par le mécanisme européen de stabilité ou par, on va voir, mais il y aura une réponse en tout cas importante. Et puis maintenant, ce qu'il faut, c'est développer une idée d'un fonds européen. La présidente de la Commission européenne a parlé d'un plan Marshall, d'un fonds européen de relance de l'économie en Europe. Et ça doit se décider dans les 2 mois. Donc, il faut arrêter déjà de savoir ce que l'Europe a fait ou pas fait. On est en pleine évolution des réactions. Et ce cher monsieur, le député de la France Insoumise, qui sait toujours tout, il y en a assez. Au lieu Vous savez que c'est pas le seul aujourd'hui. Ouais. C'est pas le seul aujourd'hui d'avancer ce genre d'arguments. Il y en a beaucoup. Il y en a au niveau politique, il y a des intellectuels, il y a des médecins qui avancent le même type d'argument. Mais oui, mais le problème, aujourd'hui, il y a des propositions qui sont faites au niveau européen. L'Union européenne a pris des décisions. Moi, j'aurais aimé qu'elle prenne la décision, par exemple, des coronavirus plus rapidement. Ça, c'est lié aussi aux possibilités de décision de cette Union européenne, c'est une machine quand même assez lourde parce que tous les États membres doivent y participer. En ce qui concerne la France, enfin, les réactions du gouvernement économique et financière ont été quand même très rapides. En ce qui concerne les problèmes donc des hôpitaux, etc., eh bien, on est là à une augmentation des problèmes qui existaient déjà avant. Donc ça, c'est un vrai débat qu'on devra avoir après. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde est mobilisé et c'est la France, c'est vraiment le seul pays à avoir, pendant la crise comme ça, ce genre de débat. Alors que dans un pays comme l'Allemagne, où aussi il y a des problèmes, eh bien tout le monde aujourd'hui fait partie, disons, de la discussion. Comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et puis la discussion des retards, des problèmes qu'il y a eu, des problèmes structurels, eh bien il faut les avoir après et pas pendant la crise. Ça veut dire que puisque vous parlez de l'Allemagne, vous qui vivez en Allemagne, à Francfort, on peut dire que, si je vous suis bien, il y a une espèce de patriotisme sanitaire en Allemagne qui n'existe pas en France? C'est pas une histoire seulement de patriotisme, c'est le fait est que, vu le fédéralisme allemand et que vous avez dans les Länder
à peu près toutes les forces politiques, sauf les uns représentées dans un land ou un autre, eh bien, comme toutes les décisions ne peuvent être prises par Berlin, mais en coordination avec les Länder, toutes les forces politiques font partie des décisions, des discussions et de la mise en place des mesures qui aujourd'hui sont des mesures qui sont effectives en Allemagne. Donc tout le monde fait partie du processus de gestion et de décision dans la crise. Ce qui peut signifier aussi, mais on en parlera à un autre moment, qu'il peut y avoir aussi un problème institutionnel en France. Il n'y a pas de proportionnel. Au niveau régional, tous les partis ne dirigent pas les régions. C'est peut-être ça aussi le problème de la France. Non, le problème, c'est que les régions n'ont pas ce pouvoir politique. On n'est pas allé assez loin dans la décentralisation en France. Ça, c'est effectif. Si vous voyez l'Allemagne aujourd'hui et le nombre de lits d'urgence qu'il y avait avant la crise, et le nombre de lits d'urgence en France, vous voyez bien que le fédéralisme allemand est peut-être beaucoup plus effectif que le centralisme français. Alors, autre chose par rapport à la crise, c'est un point précis qui est aussi à l'origine de polémiques. Les autorités recommandent désormais les modèles de masques alternatifs. L'Académie de médecine souhaite même les rendre obligatoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi vous dites il y a eu un changement de stratégie curieux de la part du gouvernement en ce qui concerne les masques? Ou est-ce que vous dites c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être? La même évolution, encore une fois. Est-ce qu'on est capable en France de regarder ce qui se passe partout? C'est la même évolution. C'est la même évolution sur les masques. Sur les masques, il y avait un problème. Aucun pays n'avait assez de masques. Aucun. Je peux répéter 10 fois, aucun. Donc, à partir de ce moment-là, il a fallu d'abord gérer les masques pour le personnel sanitaire, pour le personnel qui travaille dans les EHPAD, donc qui sont obligés d'être le plus près possible des personnes, que la meilleure sécurité, c'est la distanciation physique, et qu'il y a un danger avec les masques de croire que puisqu'on a un masque, on n'a pas besoin de la distanciation physique, ce qui est complètement faux. Donc, et qu'aujourd'hui, puisque l'on va rouvrir un peu dans 2 semaines, dans 3 semaines, je ne sais pas quand, le confinement, les masques deviennent une possibilité qui est autant réelle que psychologique. Avec un masque, ça vous rappelle que vous devez garder la distance physique. Si on arrive à comprendre cela, masque veut dire distanciation physique. Et le masque est une aide dans la distanciation physique, mais ne remplace pas la distanciation physique. Alors, toutes ces polémiques à l'origine d'une espèce de défiance envers le gouvernement. On nous dit, on va dans les sondages, on entend des commentateurs dire il nous cache des choses. Est-ce que cette défiance en période de crise majeure n'est pas un danger pour la démocratie, Daniel Cohn-Bendit? Moi, je crois que c'est un virus français. La défiance, c'est une maladie française. C'est la défiance de tout le monde envers tout le monde. Et je dis que ce pays se porte mal parce qu'il croit se sauver par la défiance généralisée. Le gouvernement fait des erreurs, mais bien sûr, il y a un très très beau texte d'Alain Strauss qui est vraiment pas toujours, disons, ma tasse de thé, puisqu'on a... Oui, vous n'êtes pas toujours d'accord avec lui. Sur la bêtise de Oui, mais sur la bêtise de l'intelligence. C'est-à-dire que on a l'impression, vous savez, c'est comme en foot. On met 60 millions de sélectionneurs. On sait toujours quelle équipe il faut mettre sur le terrain. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est 60 millions en France, 60 millions, en Allemagne, 85 ou 90 millions de spécialistes du coronavirus. Et on sait ce qu'il faut faire. Et c'est la défiance. Le gouvernement ne cache rien. Je trouve que la phrase d'Édouard Philippe est très juste de dire « Je ne sais pas tout, mais je vous dis tout ce que je sais ». Personne ne sait tout. On ne sait pas tout sur les médicaments, on ne sait pas tout sur les vaccins, on ne sait pas tout sur la manière dont évolue la maladie, le virus, est-ce qu'il a muté ou pas. Tout ça, c'est à chaud qu'on est obligé de l'apprendre. Donc la défiance ne sert à rien. On n'est pas plus intelligent par la défiance. On est simplement plus... si on veut, on est simplement plus malade. On a une autre maladie. Il y a le virus coronavirus et il y a le virus de la défiance.
Et moi, je crois que le virus de la défiance, eh bien, celui-là, on peut le guérir beaucoup plus rapidement que le virus que le coronavirus. Alors, par rapport justement à ce virus du coronavirus, il y a un dirigeant du LR qui parle aujourd'hui dans le JDD, le numéro 2 du Parti Les Républicains, Guillaume Pelletier, qui dit que cette crise est un échec du mondialisme financier couplé à la haute administration centralisée. Il va un peu dans le sens qui est le vôtre, Daniel Cohn-Bendit, ou pas? Ou vous trouvez qu'il en fait trop? Et que le coronavirus nous interpelle tous, c'est évident. Et le danger maintenant, c'est que quand on pense à l'après-corona, tout le monde dit ce qu'il disait avant. Donc, il faut faire très attention, c'est vrai. Le coronavirus remet des tas de choses en question. Comment réguler la mondialisation? Quelles ont été les erreurs? Quels sont les problèmes? Et aussi, c'est quelque chose de très difficile à admettre. Il y a des évolutions comme cette pandémie qui sont aussi un hasard. On est dans une société du risque. C'est déjà de Ulrich Beck, le philosophe politologue allemand, avait déjà développé cette idée de la société du risque, et que il faut comprendre que dans le monde tel qu'il est, et jamais dans l'histoire, on ne peut complètement anéantir le risque. Et donc apprendre quel est le système politique, économique et social capable justement de mieux maîtriser la société du risque. Alors le risque, la société du risque. Alors le risque, la société du risque, c'est aussi l'après-crise. On nous annonce un naufrage économique, une crise financière de première importance, peut-être aussi importante que ce qui s'est passé en 1929. Bruno Le Maire affirme aujourd'hui dans le JDD vouloir éviter justement un naufrage, considérant que la crise sera longue, difficile et coûteuse. Je suppose que vous faites le même constat que lui, mais comment on fait pour sortir de ça? Écoutez, je n'ai pas encore le prix Nobel et que votre question est un peu rapide. Moi, j'en sais rien. Je veux dire, j'ai des idées. Il est sûr et certain qu'on n'arrivera pas à en sortir par, disons, d'une manière nationale, que ce soit la France ou l'Allemagne, etc. Donc, nous avons besoin d'une stratégie de sortie de crise qui est liée à l'Union européenne. Et ça risque d'être un cercle vicieux. C'est-à-dire, il y a méfiance face à l'Union européenne, il y a défaillance dans les modes de décision de l'Union européenne, si bien que la tentation de repli national pour s'en sortir est un effort national et grande. Mais cela, c'est la mort annoncée. Car d'une manière nationale, dans l'état de la mondialisation de nos économies, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est justement nous inféoder aux grandes puissances politiques ou économiques qui sont la Chine, les Américains, les Russes, etc. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver vraiment notre capacité à faire évoluer l'Europe pour que nous puissions regagner une souveraineté collective pour sortir de cette crise. Souveraineté collective au niveau européen, mais aussi il y a tout ce qui... Il y a les autres pays qui comptent dans le monde, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Russie. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Oui, mais vous voyez bien, oui, mais bien sûr, mais je veux dire, nous arrivons... Et puis tous les problèmes inhérents aussi à l'Afrique. Oui, mais si vous voulez avoir une capacité justement d'agir dans le monde d'aujourd'hui, eh bien l'Europe est la masse critique qui nous permet de développer des propositions pour l'Afrique ou pour les pays en voie de développement, ou des propositions donc maintenant d'échange et de contrôle des échanges avec les Chinois ou les Américains. C'est ça dont nous avons besoin. C'est-à-dire que si nous voulons avoir un rapport de force positive, de proposition, de faire évoluer les choses, nous avons besoin du poids de l'Europe. C'est ça qu'il faut comprendre.
Alors, nous avons besoin du poids de l'Europe. Ce qu'on a vu ces dernières années en Europe, c'est la montée des populismes. On l'a vu aussi en France, avec d'un côté la France insoumise et de l'autre le Rassemblement national. Est-ce qu'il y a un risque qu'à l'issue de cette crise, eh bien, ce soit les populismes qui raflent la mise? Écoutez, c'est le débat. Moi, là encore, ce que je vois aujourd'hui, c'est par exemple en Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne est en chute libre. C'est pas le risque aujourd'hui en Allemagne. Donc, on précise les choses. Hein. L'alternative pour l'Allemagne, c'est l'extrême droite. Hein. C'est l'extrême droite, c'est le Rassemblement national en France. Aujourd'hui, je ne vois pas en France, malgré toutes les vociférations de Madame Le Pen, des critiques, etc., je ne vois pas dans l'opinion publique un renforcement de sa position. Je ne vois pas un renforcement de la position de la France insoumise. Ce qui existe aujourd'hui, c'est une inquiétude. On a vu qu'il y a donc aujourd'hui, on ne fait pas confiance au gouvernement et on fait confiance à personne. Et on fait confiance, on ne fait pas confiance au gouvernement. Allez-y, pardon. Oui, mais on ne fait pas confiance à Mme Le Pen non plus, bien monsieur. Non, mais on fait confiance, et je voulais vous préciser les choses, on fait confiance au professeur Éric Raoult. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous le comprenez? Mais on fait confiance. Écoutez, sur l'histoire du professeur Raoult, moi, je ne peux pas, je n'ai jamais dit il a raison, il a tort. Je n'en sais rien. Je dis, encore une fois, spécialité française, que le professeur Raoult discute avec ses pairs des médicaments, des molécules qui puissent répondre à la maladie. C'est tout à fait normal. Et qu'il ait cette discussion, c'est tout à fait normal. Ce qui est anormal, c'est qu'on croit que ça va se décider au niveau des plateaux de télévision ou, disons, d'un sondage populaire. Est-ce que M. Raoult a raison ou pas? L'on verra. Il y a des grandes... maintenant, il y a des grandes recherches qui sont faites, dont une, la recherche pan-européenne Discovery, où il y a la molécule de M. Raoult qui est dedans comme d'autres, et on verra les résultats. On verra les résultats quand on voit que certaines recherches chinoises disent peut-être que oui, peut-être que non, mais pour l'instant, quand on prend, personne n'est capable de le dire. Et quand je dis personne n'est capable, ni positivement, ni négativement. Et donc, je dis simplement, il faut arrêter de discuter cela sur les plateaux, que les médecins en discutent, que sur Internet, qu'ils comparent leurs recherches, qu'ils comparent leurs expériences, c'est nécessaire et normal, et qu'ils avancent. Mais de croire que c'est un sujet de décision, disons, traditionnellement politique, qui a raison ou qui a tort, ben moi je suis incapable de le dire et je trouve malsain que ça se passe comme cela. Comme si quand on est de gauche, on est contre M. Raoult, oui, et quand on est de droite, on est pour, ça n'a aucun sens, ça. Vous parlez de la télévision, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté anxiogène des chaînes d'information en continu dans ce contexte? Ah ben ça, c'est le prix de la liberté de l'information que nous avons, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on tourne en rond, c'est-à-dire que good news is no news. Hein? Une bonne nouvelle, c'est pas une info. Donc, on nous montre tout ce qui ne va pas. C'est nécessaire de discuter, de montrer où il y a des lacunes du système, des erreurs de décision du gouvernement. Tout ça, c'est normal. Mais quand on a une société qui fonctionne sur la défiance et la méfiance, eh bien, ceci est non seulement anxiogène, mais très dangereux. Donc, je ne sais pas comment en sortir, mais les chaînes en continu, on l'a vu sur les Gilets jaunes, on l'a vu dans toutes les crises, les chaînes en continu tournent autour de leur nombril. Et alors, dernière question, Daniel Cohn-Bendit, on le voit avec cette crise du coronavirus, on voit apparaître des complots, des thèses complotistes, des caricatures, des listes de noms. Le coronavirus engendre des attaques antisémites sur le web. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça, c'est tragique. On voit bien
le débat sur est-ce que le gouvernement a bien réagi, plus le problème de M. Raoult, fait que les attaques contre Mme Buzyn, contre son mari, M. Lévy, donc tout d'un coup, on a une association de noms et on s'aperçoit, tiens, il n'y a que des Juifs. Il n'y a que des Juifs. Oui, le coronavirus entraîne à sa remorque d'autres virus. Et le virus de l'antisémitisme est, si vous voulez, très lié justement à cette méfiance. Comme la méfiance est généralisée, il faut un ennemi, et comme par hasard, entre guillemets, parce que c'est pas du tout par hasard, les Juifs, pour une partie de la société, les Juifs réapparaissent comme les ennemis de toujours. Merci Daniel Cohn-Bendit d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.